Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique, énergétique et sociétale un axe fort de leur stratégie, avec un grand entretien aujourd'hui, celui de Christelle Garrier-Reboul, présidente de B. Braun France, géant mondial des dispositifs médicaux, plus de 66 000 salariés dans le monde, un chiffre d'affaires de près de 8 milliards d'euros. Elle nous présentera la stratégie RSE du groupe, ses actions en France et notamment ce programme Agir pour la santé globale qui soutient plusieurs associations. Vous verrez. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, je vous présenterai Andineo et sa solution dédiée à l'inclusion des personnes en situation de handicap en entreprise. Voilà pour les titres, c'est le grand entretien de Smart Impact. Tout de suite. Bonjour Christelle Garrier-Reboul, bienvenue. Vous êtes donc la présidente de B. Braun France, je le disais, en titre géant mondial de la santé, un groupe allemand fondé en 1839. Alors quand je parlais de dispositifs médicaux, c'est un peu réducteur. Vous êtes présent dans quel domaine de la santé ? Dans tous les domaines de la santé, en fait. Oui. Donc, notre portefeuille a ceci de particulier qu'il est extrêmement large. Nous avons également des molécules pharmaceutiques génériques dans notre portefeuille. Nous gérons également des centres de dialyse. Donc, nous sommes également pourvoyeurs de soins au travers de nos centres de dialyse. Et notre portefeuille va des simples pansements et du gel hydroalcoolique jusqu'aux robots utilisés dans les salles d'opération pour aider les chirurgiens. Oui. Donc, vous voyez, c'est extrêmement large. Quand je parle de dispositifs médicaux, c'est vraiment réducteur. Donc, ça veut dire que vos produits, on les trouve partout. On les trouve à l'hôpital, on les trouve chez les patients, on les trouve dans tous ces univers. Est-ce qu'il y a un produit phare de B. Braun ? La perfusion. La perfusion. Oui, donc tout ce qui est autour de la perfusion, c'est autour de cette activité qu'a été construit le groupe B. Braun. Donc ça a commencé donc dans la Rosenapotheke à Melsungen, où le pharmacien qui est à l'origine de la création du groupe a commencé à fabriquer des produits de perfusion, donc des cathéters, évidemment pour inclure également des produits de perfusion dans le corps humain. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis en France, je vois qu'il y a 16 établissements de soins, vous l'avez évoqué, oui, spécialisés dans la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique. Ça aussi, c'est un axe important de l'activité de B. Braun. Très important, puisque nous sommes industriels. Nous fabriquons tous les produits nécessaires à la dialyse. Oui. Ça va du traitement d'eau jusqu'aux consommables utilisés par les infirmières quand elles vont piquer les fistules des patients atteints d'insuffisance rénale chronique au stade terminal. En passant par la machine de dialyse, les solutés, enfin, nous faisons tout. Et nous avons également des centres de dialyse partout dans le monde, dont 16 effectivement en France, où nous prenons quotidiennement en charge plus de 1000 patients. Alors quelques chiffres sur B. Braun France, 2100 collaborateurs, oui, 7 sites de recherche, production, logistique et services, 100 millions d'investissements entre 2018 et 2021. Sur quoi portent ces investissements ? C'est de nouveaux locaux, c'est de la recherche, sur quoi ça porte ? Principalement sur le tissu industriel, oui, donc renouvellement de nos usines, achat de machines, bien évidemment, investissement dans les centres de dialyse. Et nous faisons assez peu d'investissements, mais quand même significatifs sur des sites, typiquement notre siège à Saint-Cloud en 2018, mais ça c'est plutôt l'exception. Normalement, 95% de nos investissements sont sur le tissu industriel, ouais, donc dans les territoires et dans les usines. Et il y a une partie importante des produits B. Braun qui sont fabriqués en France, qui sont exportés, c'est ça ? Oui, plus de 80% de notre production est exportée. Donc c'est le Made in France. Hein. Nous sommes présents partout dans le monde. Oui, oui. C'est le Made in France d'un groupe allemand. Mais ça, on a bien compris la logique. Alors on va détailler ensemble votre stratégie RSE. Le premier axe, c'est la réduction de l'empreinte carbone. Mais alors ça suppose déjà de la mesurer. Oui. Est-ce que vous l'avez fait ? Est-ce que vous êtes en train de le faire ? Vous en êtes où ? Alors, nous le faisons puisque c'est une obligation légale sur les scopes 1 et 2 depuis 2010. D'ailleurs, sur ce scope-là, nous savons qu'entre 2016 et 2019, nous avons réussi à réduire nos gaz à effet de serre de 7%. Donc, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est le scope 1 et 2, c'est vos émissions directes. Directes, voilà. Et nous avons pour ambition de calculer le scope 3, donc les émissions indirectes, tout ce qui est relatif au transport de produits, de marchandises vers les hôpitaux, d'ici fin 2023. Et à partir de là, le groupe s'est engagé pour 2030 à réduire de 50% sur le scope 1 et 2 les gaz à effet de serre. Et nous souhaitons diminuer de 8% sur 2022 et
et 2023 nos gaz à effet de serre. Donc il faut effectivement calculer d'abord. Il faut d'abord mesurer, savoir d'où on part. Savoir d'où on part. Ouais. La difficulté, évidemment, c'est les émissions indirectes, puisque c'est très compliqué à mesurer, puisque nous dépendons des transporteurs, des partenaires extérieurs, pour avoir une vision réelle de nos émissions de gaz à effet de serre. Et sur cette base-là, nous souhaitons diminuer de 8% en 2022-2023. Alors, en préparant l'émission, j'ai vu que vous démarrez avec 5 produits et services qui vont être vraiment étudiés sur ce scope 3, c'est ça? De quels produits on parle? Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on embarque les partenaires. Parce que là, ça vous engage vous, mais ça vous engage aussi vos partenaires. Alors, sur les produits et services, nous faisons notamment de l'éco-conception sur nos usines en France. Donc, j'ai 2 exemples. C'est les sondes urinaires à nos gens. Donc, pour un exemple, nous avons des sondes urinaires pour l'incontinence féminine pour les problèmes féminins, et ces produits utilisent 70% de moins de matière plastique que les produits concurrents. Donc c'est déjà quelque chose que nous faisons et sur lequel nous communiquons. Nous faisons aussi de l'éco-conception sur les poches de stomathérapie qui sont fabriquées dans notre usine à Saint-Jean-de-Luz. Il y a beaucoup de matière plastique aussi. Nous travaillons aussi sur la partie ce qu'on appelle vulgairement packaging, les cartons, pour emballer nos produits. Donc nous essayons de réduire au maximum les matières carton pour les hôpitaux derrière. Donc ça, c'est des petits exemples de produits et services sur lesquels nous travaillons. Et après, comment on engage les partenaires? Eh bien, nous avons une directrice RSE que nous emmenons voir nos clients. Donc, par exemple, je prends un client qui est très, très sensible à la RSE, c'est le groupe Elsan. Donc, nous discutons avec nos partenaires, les hôpitaux, pour travailler sur des projets de réduction de gaz à effet de serre. Ça passe par une meilleure gestion de la logistique, du transport, donc moins de livraisons dans la semaine, ça fait moins de gaz à effet de serre. Nous parlons de travailler sur la réutilisation des conteneurs plastiques. Donc, par exemple, les EcoFlac, qui sont un des produits phares du groupe, c'est des bouteilles semi-rigides pour les produits de perfusion. Comment les réutiliser derrière, comment les recycler derrière. Donc ça, ce sont des discussions que nous lançons également avec nos partenaires. Avec évidemment, on parle de santé, des enjeux de sécurité, d'efficacité qui sont majeurs. Donc vous devez arbitrer en permanence, ou alors de toute façon l'impératif de santé, c'est l'impératif le plus important et c'est celui qui prime, j'imagine. C'est celui qui prime, bien évidemment, mais il faut bien comprendre que la santé en France, c'est un système qui émet 8% des gaz à effet de serre. Dans l'économie, ça représente, dans l'économie française, dans les activités françaises, c'est 8%. Et dans ces 8%, plus de 50% sont liés à l'achat de médicaments et de dispositifs médicaux. Donc nous avons une responsabilité en tant qu'industriel du secteur pour travailler sur une meilleure prise en charge des impacts environnementaux, parce que ça impacte également la santé, ça impacte la prévention. Donc de vivre dans un air moins pollué, c'est aussi moins de patients à l'hôpital. Évidemment, il ne faut pas oublier l'objectif. Voilà. Alors ce qui est intéressant, on parle de presque d'écosystème, c'est-à-dire que vous nous dites, pour atteindre les objectifs, notamment sur le scope 3, il faut qu'on embarque les partenaires, sauf que vos partenaires, eux aussi, ils ont des objectifs et peut-être ils vous mettent la pression pour leur fournir des produits les plus éco-responsables. Tout à fait. Donc c'est tout l'enjeu de nos discussions et nous, on voit aujourd'hui en France tous les appels d'offres dans la santé, puisque c'est un business qui se fait par appel d'offres, inclut maintenant les objectifs RSE, dont environnemental, dans les critères de choix des professionnels, des partenaires, des fournisseurs. Donc ça, c'est très bien, on est très contents. Maintenant, on aimerait bien que ces critères, une fois inscrits, représentent une part importante de la note des fournisseurs. Nous, on milite pour ça. On souhaiterait qu'il y ait un poids important de la RSE dans les critères de choix des fournisseurs des hôpitaux. Parce que, évidemment, nous, on est pour le circuit court. On est une entreprise familiale européenne. Plus de 32 usines du groupe sont situées en Europe. On est pour le circuit court. Plus de 75% des produits que B-Braun vend aux hôpitaux français ont une origine européenne. Donc, on n'achète pas nos produits dans d'autres régions du monde avec beaucoup de transport. Donc, nous, on souhaite évidemment
que ce critère environnemental soit pris en charge. Donc et peut-être aussi une sorte, si je vous entends, une sorte de préférence européenne aussi. Oui. C'est un vrai débat qui se pose notamment pour la voiture électrique. Donc on pourrait aussi l'appliquer au domaine de la santé, ce débat. En fait, nous, on a ce débat depuis longtemps et on a vu la difficulté pendant la pandémie de ne pas avoir un tissu industriel dans la santé suffisamment fort, suffisamment résilient en France. On a vu les difficultés d'approvisionnement, notamment des masques. Donc nous militons effectivement pour une souveraineté européenne de la santé qui passe par un renforcement du tissu industriel en Europe. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour le groupe, effectivement. Alors on est en pleine période de sobriété, d'efficacité énergétique. Le plan de sobriété énergétique, les efforts demandés aux entreprises par le gouvernement, vous y participez comment? Est-ce que, je ne sais pas, vous avez par exemple identifié les machines les plus énergivores qu'il faudrait couper ou en tout cas réduire l'impact en cas de risque de coupure de courant, par exemple? Alors oui, c'est des discussions, c'est une activité que nous lançons, alors indépendamment de la crise énergétique. Nous avons une crise énergétique qui se double d'une crise environnementale, donc nous devons absolument faire quelque chose. Donc nous avons effectivement augmenté notre consommation énergétique de 8%, mais nous avons augmenté en parallèle de 8% également la part de l'énergie renouvelable dans notre consommation énergétique. Nous réduisons notre consommation d'eau parce que la production industrielle est une production, en tout cas l'extrusion plastique, nos gens utilisent beaucoup d'eau, par exemple. Donc nous diminuons de 23%, nous avons diminué de 23% notre consommation d'eau, nous diminuons de 3% la quantité de déchets émis. Donc tout ça participe de cette politique. Ça, c'est la politique générale, on va dire. Mais là, en cas de crise énergétique, parce que je sais que le gouvernement a demandé à toutes les entreprises de pouvoir y participer, est-ce que vous êtes prêt à baisser votre consommation en cas de crise? Alors oui, évidemment, tout ce qui n'est pas nécessaire à la production de dispositifs médicaux, parce que là, on a, comme vous le disiez tout à l'heure, nous sommes sur la ligne de crête entre l'environnement et la crise énergétique et la santé des patients. Il faut continuer de fournir les produits. Nous ne pouvons pas nous arrêter de produire, parce que si nous arrêtons de produire, les patients ne sont pas traités à l'hôpital. Il faut comprendre que les dispositifs médicaux, ce sont les outils des médecins et des infirmières, donc ils ont besoin de leurs outils. Donc nous préférons arrêter, pourquoi pas, des activités de bureau, mettre tout le monde en télétravail. Nous avons un accord télétravail qui le permet. Nous avons pris la décision de ne chauffer, évidemment de baisser le chauffage dans tout ce qui est bureau, de limiter le chauffage d'un étage sur 2 sur notre siège. Nous sommes en train de verdir notre politique de véhicules, parce que nos commerciaux ont des véhicules, donc nous essayons de pousser pour des véhicules moins consommateurs d'énergie. Donc tout cela, c'est en cours, évidemment. Mais on ne peut pas faire ça tout seul. On a besoin que l'écosystème dans son intégralité joue le jeu. Et notamment que les investissements que nous faisons pour le bien-être des patients, pour le bien-être de la planète et de nos salariés soient pris en considération dans notre vie économique, c'est-à-dire dans les prix des produits que nous vendons aux hôpitaux. Alors, autre pilier de cette stratégie, le S de RSE pour social ou sociétal, vous visez la parité femmes-hommes au poste de direction. Vous donnez ce chiffre de 38% de femmes au poste de direction chez Bebron aujourd'hui. Donc, la parité, est-ce que vous êtes donné un objectif daté, en quelque sorte? C'est pour telle année, et puis surtout, quel levier vous activez pour y arriver? C'est la promotion interne, c'est des recrutements? Comment vous faites? C'est un grand sujet. Oui, vaste sujet. Oui. Alors déjà, je tiens à dire qu'au niveau du comité exécutif, nous sommes à 60% de femmes. Bon, c'est important de le noter. Oui. Et nous souhaitons atteindre, le groupe souhaite atteindre pour 2025 50% de femmes dans les postes de direction. Donc il y a plusieurs leviers effectivement pour y arriver. Le levier principal, c'est tout de même le recrutement interne. Nous souhaitons vraiment identifier en interne des femmes pour atteindre les postes à responsabilité. Évidemment,
évidemment, les recrutements externes jouent également. Et le sujet vraiment des femmes dans les postes de direction, c'est un sujet important. C'est quand même la moitié de la population mondiale. C'est la moitié des patients. C'est les 3/4 des professionnels de santé. On ne peut pas faire l'impasse d'avoir des femmes dans une entreprise. Est-ce que vous vous êtes parfois senti un peu seul dans les comités de direction? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, chez B. Braun, pas forcément, en tout cas en France, puisqu'en France, on a toujours eu la chance d'avoir un certain nombre de femmes dans les comités de direction. Au niveau international, oui, parfois je me sens un peu seule. Sur les 60 patrons de pays, on est 3, 4. Donc, même s'il y a un fort soutien de ma patronne, puisque j'ai la chance d'avoir une CEO femme, c'est quand même parfois un petit peu difficile. Ouais. Et est-ce que, et puis on va terminer sur ce sujet, quand on est une femme à la tête d'une entreprise, on se sent obligé de promouvoir les femmes? On se sent obligé, pas de les promouvoir, mais de les soutenir en tout cas, de leur ouvrir les possibilités, car souvent les femmes n'osent pas en fait se positionner sur des postes de direction. Et quand une femme ose, c'est qu'elle est ambitieuse, et ça c'est un très gros mot. Ben non, au contraire, quelle qualité. Et moi, je préfère promouvoir les meilleurs pour l'entreprise au niveau des postes de direction. Je ne veux pas être injuste de dire c'est une femme donc je la prends. Non. Mais par contre, je souhaite pousser les femmes à se positionner, à oser beaucoup plus. Et maintenant, on est dans un monde où nous avons beaucoup d'entreprises qui ont des accords de télétravail, qui favorisent l'équilibre vie privée, vie professionnelle, ce qui devrait permettre un peu plus d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Alors vous avez l'ambition d'améliorer la santé globale dans les territoires avec ce programme intitulé « Agir pour la santé globale ». Alors, ça veut dire quoi la santé globale? Parce qu'améliorer notre santé, c'est votre job de toute façon. Oui. Donc quand on parle de santé globale, c'est quoi pour vous? En fait, c'est le concept sous le terme anglais One Health. D'accord. Et c'est la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Et B. Braun s'inscrit complètement là-dedans. Oui, nous avons une partie vétérinaire dans nos activités. Nous pensons, nous soutenons le principe du juste soin. C'est-à-dire, nous soutenons beaucoup la prévention, nous soutenons beaucoup le sport, l'éducation au travers de différentes activités. Nous pensons vraiment que la pérennité de notre société passe par une vision globale de la santé dans sa globalité, dans son intégralité. Et donc ce programme, c'est quoi? Ça suppose une mobilisation des salariés de B. Braun, c'est du mécénat d'entreprise, parfois du mentorat. Comment ça fonctionne? Alors ça fonctionne par évidemment 4 piliers. Nous avons défini 4 piliers. Donc le premier pilier, c'est réduire nos émissions carbone. Le deuxième pilier, c'est d'être un employeur socialement responsable. Le troisième pilier, c'est lancer des projets à fort impact avec nos partenaires. Donc là, on s'oriente vers les fournisseurs et les clients. Ouais. Et enfin, le dernier, c'est améliorer la santé dans les territoires, la santé globale dans les territoires. Ça passe par des activités, pousser le sport, des activités sportives, ça passe par soutenir des associations, ça passe par inclure nos partenaires dans des projets innovants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de réutilisation des produits, des matières plastiques, par exemple. Et donc, vis-à-vis des associations, ce sont des salariés de B. Braun qui donnent de leur temps, c'est ça? Comment Alors, il y a des salariés de B. Braun qui donnent de leur temps. L'entreprise donne également de l'argent à ces associations. Et nous soutenons des activités qui correspondent à tous ces thèmes de santé globale. Alors, il y a plusieurs associations, on ne va pas toutes pouvoir les détailler, mais il y a les Enfants de la Terre, par exemple. Il y a Tout ça avec Flo, c'est Florian Mérien, qui est un sportif de haut niveau, équipe de France de tennis de table en handisport. Et puis, il y a les petits doudous. On va faire un focus sur les petits doudous, parce que ça nous fait raconter 2 histoires de marins. Alors déjà, les petits doudous, c'est quoi le principe de l'association? Alors, les petits doudous, c'est une association lancée par Nolwenn Lefebvre, qui est donc une infirmière en Bretagne et qui a lancé cette association en 2012-2013. Nous, on la soutient depuis 2013, où en fait, l'idée, c'était d'accompagner les enfants dans leur parcours à l'hôpital. Donc, ils sont souvent seuls, le contact avec la famille est compliqué, etc. Ça a commencé par avoir des doudous
pour les enfants, dans les salles de réveil notamment, donc d'où le nom de l'association Les Petits Doudous. Et nous avons soutenu un projet à l'époque sur la création d'une tablette où il y avait un jeu interactif où chaque professionnel de santé était représenté par un avatar et en fait le jeune patient pouvait recréer son propre parcours sur la tablette à l'hôpital pour dédramatiser et limiter l'anxiété. Parce que l'un des gros problèmes avec les enfants à l'hôpital, c'est l'anxiété qui est très forte. Ils se retrouvent loin de leurs parents, de leurs amis, de leur famille. On leur fait des choses, ils ne comprennent pas. Donc l'idée, c'était vraiment de les accompagner. Et cette association, donc pour financer ces tablettes, recycler les fils de cuivre utilisés dans les blocs opératoires. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de fils métalliques utilisés dans les blocs opératoires. Et ce recyclage a permis de financer l'activité. Elle a commencé par un hôpital et maintenant, il y a 110 associations qui relèvent du réseau Les Petits Doudous. Et alors, ça fait le lien avec l'un des marins dont on va parler, c'est Armel Tripon, parce que il est dans une logique de bateau à base de matériaux recyclés, c'est ça? Oui, alors on soutient Les Petits Doudous qui soutiennent Armel Tripon qui veut créer, qui veut fabriquer un navire, donc un bateau de course à partir de produits recyclés, en fait, de matières recyclées, ce qui est un sacré challenge. Et quand j'ai discuté avec lui, l'idée c'est vraiment de créer un bateau de course, c'est pas de créer un bateau de croisière. Donc c'est quoi, c'est objectif prochain Vendée Globe, c'est ça pour lui? Là, je ne sais pas. Il vous a pas encore. Il fait la route du Rhum là? Là, il fait la route du Rhum, tout à fait, avec les couleurs de l'association Les Petits Doudous. Donc, nous les soutenons tous les deux. Et construire un bateau, ça prend un petit peu de temps. Donc, la prochaine route du Rhum, je ne vais pas m'avancer pour lui, mais en tout cas, on le soutient pour ça. Alors, il y a une autre histoire de marin, celle de Pierre-Louis Atwell, qui est. Alors, le titre, c'est Vogue avec un Crohn. Oui. Alors, parce qu'il est atteint de la maladie de Crohn, c'est ça? Tout à fait. C'est un jeune homme, un homme jeune atteint de la maladie de Crohn, donc qui subit les inconvénients de cette maladie dans la vie de tous les jours. Donc c'est une maladie inflammatoire des intestins, donc c'est quand même très embêtant quand on est atteint de cette maladie. Et lui, il a décidé qu'il allait quand même vivre sa passion, et sa passion, c'est d'être marin, donc de naviguer sur toutes les mers du globe malgré sa maladie. Et là, il s'est également lancé dans la route du Rhum, donc chapeau bas. Oui, effectivement, et ça lui permet de sensibiliser évidemment à cette maladie et à cette cause des six maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Merci beaucoup Christelle Garrier-Roboulet, à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups, et justement on va parler d'inclusion et de handicap. Smart Ideas avec Robin Siksik, bonjour, bienvenue. Vous êtes le président fondateur d'Andineo. Vous l'avez créé quand et pourquoi, surtout, cette entreprise? J'ai créé Andineo en 2020. Donc moi, je suis issu d'une filière scientifique. Et puis, j'ai constaté que dans les métiers de l'ingénierie, on pouvait avoir de l'impact dans son métier, et surtout par la voie de l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai créé Andineo à la suite de mes études pour avoir cet enjeu social au cœur de mon projet professionnel. Alors, c'est quoi Andineo? Andineo, c'est tout simplement une solution qui permet la mise en place de politiques d'inclusion du handicap dans les organisations et qui permet d'accélérer la mobilisation de tout un écosystème autour des sujets diversité et inclusion. Donc ça veut dire que vous accompagnez par exemple un chef d'entreprise qui voudrait avoir une politique d'inclusion plus ambitieuse, et à qui il manque quoi? Il manque de quoi? D'informations? Il manque de levier, de réseau? C'est quoi la difficulté? Alors, ça peut être le chef d'entreprise, mais ça peut être aussi les équipes dans les parties des ressources humaines, ou la communication, la RSE, etc. Et donc, nous, on vient donner les outils à ceux qui souhaitent passer à l'action, mais qui manquent d'outils ou de ressources pour passer à l'action. Alors, de quels outils il manque, justement? Alors, par exemple, ça peut être la mise en place de bonnes pratiques dans les recrutements, sur la partie inclusion, donc, la partie offre d'emploi, comment on mène des entretiens de recrutement de manière non discriminante, avec tous les aspects autour des biais cognitifs. Et puis ensuite, c'est sur la partie accueil des collaborateurs, évolution de carrière, comment on maintient les personnes dans l'emploi. En fait, c'est vraiment sur toute la chaîne du parcours du collaborateur. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors, on a lancé une première expérimentation dans le secteur de la santé. Donc ça, c'était en début d'année.
Et donc, on accompagne aujourd'hui 5 associations dans le secteur de la santé via un programme d'accélération qu'on a lancé en partenariat avec l'OETH. Ouais. Et puis, aujourd'hui, on accompagne aussi des startups qui souhaitent se lancer, qui souhaitent elles aussi participer à ce mouvement autour de l'inclusion. Et donc, on va lancer dès le début de l'année prochaine un programme dédié aux startups avec la French Tech. Ouais. Ça passe par quoi? Ça passe par une plateforme en fait? C'est quoi l'outil principal qu'un DRH, parce que c'est souvent, si j'ai bien compris, les DRH, va utiliser avec Andineo? Alors le but, c'était de rendre vraiment le sujet accessible. Souvent, on parle de rendre l'entreprise accessible aux personnes qui ont un handicap. Nous, c'est un peu le contraire. On veut rendre le sujet du handicap accessible à l'entreprise. Donc, on a lancé une plateforme qui est en fait une sorte d'outil de mesure et de pilotage pour l'entreprise. Donc, on lui fournit des indicateurs à mesurer, on lui fournit des bonnes pratiques à mettre en place. On en a référencé à peu près 150. Et ensuite, l'entreprise, une fois qu'elle a mis en place son plan d'action sur la plateforme, on lui donne les bons outils pour mobiliser l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. La mesure, la première étape, ça consiste en quoi? Alors du coup, c'est un diagnostic qui est basé sur un référentiel de 9 thématiques. Donc on passe en revue, comme je vous ai dit, le recrutement, le maintien dans l'emploi, etc. Mais aussi l'accessibilité, la santé, la politique globale de l'entreprise, la communication, la partie événementielle. Une fois qu'on a recensé tous les besoins de progrès de l'entreprise sur ces domaines-là, nous, on met au regard des besoins une solution, donc par exemple de l'accompagnement ou des ateliers collectifs avec l'ensemble de l'écosystème. Oui, et donc à ce moment-là, on est quand même dans une solution, parce qu'au départ, on est dans une plateforme un peu globale, et puis ensuite, on rentre dans des conseils un peu plus dédiés, c'est ça, entreprise par entreprise. Il va y avoir, je découvre, il va y avoir un coach par entreprise. Comment ça fonctionne en fait? C'est ça, on fonctionne du coup en entonnoir. Au début, on va balayer vraiment tous les axes d'action qu'on peut mettre en place, donc à 360 degrés, pour rien oublier. Et une fois qu'on a vu un peu les trous dans la raquette, on va venir en face mettre en place des solutions d'accompagnement. Donc soit avec un coach qui est dédié, avec un accompagnement mensuel. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'1 heure par mois pour accompagner les équipes RH, mettre en place des comités de pilotage sur ces sujets-là, vraiment les accompagner complètement sur les démarches. Et ensuite, on va mettre en place aussi des ateliers collectifs sur les thématiques qui nous semblent nécessaires. Donc, par exemple, pourquoi pas parler d'un recrutement plus diversifié. Et ça devient aussi, c'est pas un gros mot, un outil de communication pour les entreprises. C'est-à-dire que ça leur permet de mettre en avant leurs résultats en matière d'inclusion. Ça, c'est une demande qui nous a été faite. Nous, on était vraiment plus sur une optique pédagogique. Donc, on vient mesurer et faire progresser l'entreprise. Et puis, on nous a demandé finalement, est-ce que ces scores, on peut les communiquer? Est-ce qu'on peut s'en servir pour rassurer les candidats qui souhaiteraient se présenter dans nos offres d'emploi, auprès de nos services de recrutement, etc. Et donc, on s'en sert aussi d'outils de communication, mais ce n'était pas la vocation principale. Mais maintenant, on va s'en servir parce que ça va servir à notre impact. Oui, évidemment. Dernière question, peut-être beaucoup plus générale, mais c'est important de le rappeler, le chômage, il touche beaucoup plus largement les personnes handicapées. C'est encore une réalité en France aujourd'hui? Alors, d'après les études qui ont été faites, le chômage, du coup, il est 2 fois plus élevé pour une personne qui a un handicap, en termes de proportion dans la population. Donc aujourd'hui, ça représente plus de 450 000 personnes en France qui sont en recherche d'emploi et qui ont un handicap. Et en face, on a du coup les entreprises qui n'arrivent pas à respecter leur obligation légale d'emploi. Donc plus de 80% des entreprises, elles sont à la recherche de ces outils-là, des outils faciles pour passer à l'action. Et donc nous, en fait, on facilite finalement la rencontre des deux parties. Et ben voilà, merci beaucoup et bon vent à Andineo. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louise Perrin à la production et à la programmation, assisté de Lily Zalkin, Raphaël Morel à la réalisation et Saïd Mamou au son. Salut à toutes et à tous, à très bientôt.